Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à notre émission Majuscule Propos, notre rendez-vous hebdomadaire pour traiter des sujets variés d'actualité tant nationale qu'internationale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur le leadership féminin. En effet, Kigali vient d'accueillir la toute première édition de l'Académie africaine pour les femmes en leadership politique. L'ambition étant de former une nouvelle génération de femmes capables d'occuper les plus hautes fonctions politiques et de contribuer à la transformation du continent africain. Est-ce que tout est vraiment en place pour que le leadership féminin devienne un véritable moteur de transformation politique, économique et sociale sur le continent africain? Et quelles conditions faut-il réunir pour permettre aux femmes de participer pleinement aux décisions qui façonnent l'avenir du continent africain? Eh bien, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, leadership des femmes en Afrique, quel rôle que les femmes doivent jouer dans la transformation du continent africain. Et sur ce plateau, pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Avec nous, le docteur Momar Dieng. Vous êtes directeur des programmes à l'African School of Governance, une des institutions qui ont organisé cette académie africaine pour les femmes en leadership féminin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Avec nous également le docteur Alice Urusaro Karekezi. Vous êtes enseignante, chercheure, directrice et surtout du Centre d'études sur le génocide et les conflits à l'Université du Rwanda. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Sur ce plateau également, Madame Ariane Nyesha, directrice pays Rwanda-Burundi de l'Alerte internationale. Merci d'avoir été de notre. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah oui, pour commencer avec vous, docteur Momar Dieng, pourriez-vous d'abord nous parler de cette académie et quelles sont les motivations qui ont conduit à la création de cette académie et surtout, quelles sont les attentes? Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. C'est un plaisir de pouvoir parler de ce programme, un programme phare pour l'École africaine de gouvernance. Donc cette académie a été organisée par l'École africaine de gouvernance, une école de leadership et de gouvernance qui a été créée au Rwanda sous l'initiative de son Excellence le Président de la République, M. Paul Kagame, ainsi que son Excellence M. Haile Mariam Desalegn, l'ancien Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Et cette académie se place dans le cadre de nos programmes de renforcement des institutions et de la gouvernance sur le continent. Donc, il s'agissait de regrouper le leadership féminin et de permettre de donner des outils aux leaders féminins, aux femmes leaders sur le continent pour se projeter dans un futur où le continent serait mieux géré et nous aurions également des outils et une représentation beaucoup plus forte des femmes dans les instances de décision. Parce que les femmes compétentes, ce n'est pas ce qui manque sur le continent, nous en avons beaucoup, notamment sur ce plateau, mais ce qui manque, c'est la représentation et leur donner la voie nécessaire pour que les pays africains, les institutions africaines soient mieux gérées grâce à la diversité qu'elles apportent. Donc c'était le but de ce forum qui s'est tenu à Kigali la semaine dernière. Et alors docteur, on pourrait se demander qu'est-ce qui distingue cette académie des autres programmes, parce qu'il y a des programmes qui existaient déjà, qui ont cet objectif de promouvoir le leadership féminin. On pourrait se demander la différence. Qu'est-ce qui distingue ces programmes avec l'académie? Justement, nous avons beaucoup discuté de ça pendant la semaine. C'est une académie qui n'est pas académique, justement. Et c'est ça un des points forts, justement, du travail que nous avons fait. Il s'agissait de créer un cadre de concertation, mais aussi de réseautage pour les femmes leaders à travers le continent. Donc, nous n'étions pas là pour leur apprendre le leadership. D'ailleurs, nos 40 participants sont
toutes des leaders très accomplis qui ont des parcours extraordinaires. Il s'agissait plus de les mettre ensemble et de leur permettre de créer les relations, les réseaux de relations et d'échanger leurs expériences pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le plaidoyer qu'elles font et dans le travail qu'elles font à différents niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et merci. Pour continuer sur cette même lancée avec vous, Dr Alice Kalekezi, vous qui êtes chercheur, est-ce que d'après vos recherches, vos études, la femme sur le continent africain est suffisamment impliquée dans le leadership politique? Merci beaucoup. Merci encore une fois de nous avoir invités. Je pense que cette décennie a permis de voir des changements importants. Certains pays sont porte-flambeau, notamment le Rwanda, avec une représentation au moins, pour ce qui concerne le Parlement, de 63,8%, ce qui lui donne le record mondial. D'autres pays aussi ont commencé à mettre en place des mécanismes qui permettent une augmentation importante. La question de comment partir d'une représentation numérique et à une représentation substantive, je pense que c'est ces questions auxquelles la African School of Governance essaye de s'atteler. Mais très clairement, nous sommes en augmentation, ce qui emmène aussi d'autres enjeux, notamment, je pense, ceux qu'ils souhaitaient, avec cette formation, d'adresser. Parce que, au-delà des chiffres, la question qui se pose, comment faire en sorte que la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions politiques s'accompagne avec des rapports de force favorables. Et donc, je suis prêt à en discuter après quand vous me poserez la question, mais c'est cet enjeu aussi qu'il faut voir. Quelle est la part de la formation, quelle est la part de la transformation de l'environnement structurel, surtout des rapports de pouvoir. Donc, je m'intéresse beaucoup au contenu de ce curriculum, mais il faudra qu'on aborde aussi la question de voir comment d'autres acteurs et structures dans l'échiquier politique sont abordables pour ces femmes leaders. Oui, nous parlons de la représentation des femmes dans le leadership sur le continent africain. Madame Ariane Nyesha, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec les femmes. Et comment voyez-vous le rôle de la femme dans la prise de décision dans nos pays africains? Écoutez, c'est une vaste question, comme Alice venait de le dire. Peut-être que moi, je vais l'aborder dans le sens, dans la thématique qui me concerne le plus, dans, par exemple, la prévention de conflits ou bien donc le rôle dans la prise de décision dans des contextes post-conflit. Oui. Faut juste rappeler que pour faire la prévention de conflits, ça commence avant même que le conflit n'éclate. Et là, il y a des signes précurseurs et il y a des tensions communautaires. Et les femmes, souvent, de par leur socialisation, vu qu'elles ont des espaces de dialogue un peu plus vastes, un peu plus élargis, un peu plus inclusifs. Elles sont dans les marchés, elles sont dans les écoles, elles traversent les frontières plus facilement. Ce qui fait que, en fait, elles ont des informations un peu plus raffinées et qui peuvent aussi donc les aider à détecter ces tensions communautaires et même prévenir les conflits avant donc qu'ils n'éclatent. Donc, intégrer le leadership des femmes
dans la politique, ça peut aussi amener ce type d'expertise un peu naturelle que les femmes ont de par leur socialisation, pour non seulement sonner l'alarme quand il y a ces tensions qui montent, détecter réellement quelles sont les causes profondes de ces tensions et peut-être trouver aussi des solutions qui peuvent sortir des réponses traditionnelles que l'on voit dans la décision politique. Donc je pense que l'inclusion des femmes amène aussi cette diversité et ces différentes perspectives qui peuvent enrichir la gouvernance, enrichir la prise de décision et rendre les institutions étatiques plus fortes et plus innovatrices. Oui, nous parlons des défis auxquels le continent africain est confronté et parmi ces défis, il y a les conflits et nous savons que les femmes sont les premières victimes de ces conflits. Docteur Momar Dieng, pensez-vous que les femmes ont un rôle à jouer dans la résolution de ces conflits qui malheureusement s'observent encore beaucoup sur le continent africain? Absolument. Le leadership des femmes est absolument déterminant dans la résolution de tous les problèmes du continent, notamment des problèmes de paix et de sécurité. Ce n'est pas un hasard que dans plusieurs pays africains qui ont été minés par des conflits assez violents, notamment le Libéria, notamment la République centrafricaine, ce sont des femmes leaders qui ont un peu restauré la sérénité et la paix et un esprit d'espoir dans ces pays. Donc je pense que de par le rôle qu'elles jouent, comme Madame Ariane le disait tout à l'heure, elles sont vraiment à tous les niveaux de la société et elles jouent un rôle stabilisateur dans beaucoup de cas, un rôle économique important. Il est important que les femmes leaders comprennent également le rôle qu'elles peuvent jouer. Et malheureusement, dans beaucoup de conflits, les femmes en général sont les plus grandes victimes en termes de violences faites aux femmes et d'autres pratiques qui sont extrêmement négatives. Et donc il y a tout un ensemble de raisons pour lesquelles les conflits devraient constituer également une préoccupation pour le leadership féminin et pour le leadership en général. Docteur Alice, dans vos travaux de recherche, avez-vous trouvé un rôle spécifique que les femmes peuvent jouer dans la prévention des conflits ou bien dans la consolidation de la paix sur le continent africain? Oui, pour ce qui concerne la prévention de conflits, je pense que ma collègue Ariane en a parlé, l'information dont qu'elles détiennent avant et qu'elles peuvent utiliser. Au lendemain des situations de conflit, il y a plusieurs façons que les femmes interviennent. Oui. Il y a des façons beaucoup plus notables, donc qui sont bien connues, qui ont plus de visibilité. Mais au-delà de ça, l'expérience du Rwanda nous a appris qu'il y a des rôles qui, dès le départ, compte tenu de leur socialisation, comme on l'a dit avant, les femmes sont enclines à trouver des solutions à des problèmes immédiats. Et au lendemain du conflit, il y a, quand les armes se taisent, ou même avant que les armes se taisent, il y a déjà des choses auxquelles elles doivent porter leur attention, nourrir. Ici, par exemple, au Rwanda, très clairement, ce qui s'est passé, c'est que la majorité des personnes, pendant le génocide contre les Tutsis, la majorité qui était ciblée, c'était des hommes. Oui. Donc la majorité de personnes mortes étaient des hommes. La majorité des personnes qui étaient impliquées d'une manière ou d'une autre, ou qui s'étaient enfouies, étaient des hommes aussi. Ce qui fait que les femmes, très vite, ont dû prendre des rôles pour restaurer les familles, réhabiliter, regrouper, amener des vivres aux prisonniers et essayer de trouver un logement où garder les jeunes filles qui ont survécu, les filles qui ont été victimes des viols. Ce sont des femmes
qui s'en sont occupés. Donc très vite, il y a ces rôles-là, moins visibles, moins glorifiés, de ramener la société ensemble. Je pense encore à des épisodes des organisations dans le sud du pays comme Dourouzagné, qui ont joué le rôle d'emmener leurs collègues à l'hôpital. Elles étaient parfois enceintes des fruits des viols. Je pense à des organisations comme Sevota qui ont créé des plateformes d'écoute pour leurs collègues. Il y a ce qui s'est passé ici, par exemple, dans les années 90, ce qu'on appelait la Rwandan Women Initiative. Alors que dans le nord-ouest du pays, il y avait encore l'insurrection, etc., les femmes se sont organisées. En dernier lieu, je voudrais aussi souligner un fait que nous oublions souvent. L'une des raisons pour lesquelles l'insurrection dans le nord-ouest a pris fin, c'est que les femmes des insurgés ont décidé d'aller devant les autorités et demander à leurs maris, à leurs fils, à leurs frères d'arrêter le conflit ou sinon il est reporté. C'est quelque chose qui est très peu connu dans la littérature, mais c'est quelque chose qui a été décisif pour l'arrêt de l'insurrection du Nord-Ouest. Bon, maintenant, pour ce qui concerne, vous savez que dès 1999, vu le rôle que les femmes ont commencé à jouer, le ministère du Genre de l'époque a essayé d'aller rassembler les femmes, de les mobiliser maintenant pour prendre des rôles dans les instances de prise de décision. Parce que, faut-il le rappeler, compte tenu des normes sociales, souvent ces rôles si importants sont joués en dehors des lumières. Comment maintenant contourner ces normes sociales pour permettre aux femmes de venir de l'avant? Je crois que c'est l'une des choses que le Rwanda a réussi à faire aussi. Les défis qui compromettent l'égalité du genre, nous allons y arriver. Je reviens à vous, Madame Ariane. Avec Alerte Internationale, vous travaillez depuis longtemps sur la paix, la cohésion sociale. Auriez-vous des expériences positives où les femmes, surtout dans la sous-région des Grands Lacs, ont contribué à la consolidation de la paix? Oui, absolument. J'aime bien que Alice revienne aussi donc au rôle que les femmes ont joué particulièrement ici au Rwanda. Mais pour ne pas même aller loin, en fait, si nous regardons aujourd'hui avec la crise du Congo, nous travaillons beaucoup avec les femmes qui font le commerce transfrontalier. Et ces femmes-là, parce qu'elles connaissent réellement le coût humain de ces crises et elles vont aller au-delà pour leur survie et la survie de leur communauté parce qu'elles vivent de ce commerce-là. Et donc, elles ont mis en place des systèmes de groupage d'aliments ou des biens qu'elles vendent pour que quand il y a fermeture de frontières ou il y a où la sécurité n'est pas là pour que l'une ou l'autre traverse, elles peuvent envoyer les biens de l'autre côté et leurs collègues rwandaises ou leurs collègues congolaises vont vendre pour elles et lui renvoyer l'argent. Donc cette interdépendance économique fait que, moi de mon avis, il y a beaucoup de tensions communautaires qui n'ont pas escaladé là où elles auraient pu aller. Nous savons qu'il y a beaucoup de tensions, surtout identitaires aujourd'hui, et beaucoup de manipulations des jeunes, enfin de tout le monde finalement. Mais il y a
eu comme une barrière parce qu'il y a ces communautés-là qui vivent ensemble, qui n'ont pas d'autre choix que de vivre ensemble. Et ces communautés de femmes qui font ce commerce-là, qui vraiment dépendent les unes des autres, qui ont fait que je pense que ça a été contenu d'une certaine manière. Et qu'aujourd'hui, donc, ce commerce continue. Et il y a même des systèmes de protection qu'elles ont mis en place. Si, par exemple, il y a des tirs à Uvira, quand les femmes congolaises fuient en venant ici, elles ont des collègues qui les accueillent chez elles. Donc, et c'est un leadership local qui est mis en place avec des réseaux de femmes qui se donnent des informations, qui se protègent entre elles et puis finalement qui ont créé une communauté. Et je reviens à ce que Alice disait. Maintenant, comment on fait pour que ces innovations et ce type de système mis en place au niveau local fasse écho ou bien soit représenté aussi dans les sphères politiques. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ces initiatives des femmes sont suffisamment appuyées par les pouvoirs politiques dans ces pays? C'est appuyé par, en tout cas, quand il y a the will of the government. Donc, quand il y a une volonté politique, oui, c'est appuyé. Au Rwanda, c'est appuyé et c'est facilité même. Bien sûr, il y a des défis, mais oui, c'est appuyé par les gouvernements, mais encore une fois, c'est au niveau local. Et ces femmes-là, ce qu'elles subissent et le coût qu'elles subissent, on n'en entend pas parler, même par exemple dans les négociations aujourd'hui de paix qui sont en train d'être faites. Où est-ce que c'est représenté? Quels sont les mécanismes qu'on est en train de mettre en place pour qu'il y ait comme des solutions de contingence quand il y a crise, pour que il n'y ait pas ce coût humain, il n'y ait pas parce que c'est un trauma incroyable où quand il y a toute une population qui ne peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'il y a crise sur crise sur crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Et je pense que si on arrivait à avoir réellement ce système de protection et de voir comment les appuyer encore plus, ça serait peut-être le début d'une coexistence pacifique. En tout cas, c'est l'espoir de nous tous. Oui. Et Madame Ariane, vous faites allusion à cette représentation des femmes qui laisse encore à désirer. Si je reviens à vous, Dr Momar Dieng, si la femme n'est pas suffisamment représentée aux tables de prise de décision, alors qu'elle est la première à souffrir, à être affectée par ces défis, ces conflits dont nous parlons, est-ce que vous pensez que la mise en place d'une telle académie qui vient d'avoir le jour à Kigali peut contribuer, peut aider à inverser la tendance? Absolument. Nous espérons d'abord, cette académie, c'est la première et nous espérons que ce sera une académie annuelle. Donc, nous inscrivons dans la durée. Il s'agit de créer une dynamique pérenne qui permettra aux femmes leaders africaines de se retrouver chaque année à Kigali. Et en passant, je devrais mentionner également que cette initiative a été mise en place avec le support, le concours de l'Union africaine qui a joué un rôle très important, du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, et également de AOLIN, qui est l'association c'est un réseau de leadership de femmes africaines. Donc c'est African Women Leadership Network, c'est le réseau africain des femmes leaders. Et donc ce sont les trois partenaires qui ont accompagné l'école africaine de gouvernance pour mettre ceci en place. Et donc pourquoi je dis cela, c'est qu'effectivement nous avons essayé de réfléchir en termes d'impact systémique. Donc il ne s'agit pas juste d'une école
même si elle est panafricaine, au Rwanda qui fait ceci, il s'agit vraiment d'un écosystème de partenaires à travers le continent et à travers le monde qui vont, à travers leurs différents réseaux et leurs différentes manières donc d'impacter un peu ces espaces de prise de décision, comme vous le disiez, qui vont permettre un peu de donc de générer une dynamique de changement par rapport à cela. Donc nous avons sélectionné 40 femmes leaders issues de 28 pays, dont 2 pays des Caraïbes, parce que donc conformément un peu à la vision de l'Union africaine, l'espace Caraïbe constitue la 6e région du continent. Donc nous avons tenu à inclure la diaspora et les Caraïbes pour également créer ce réseau international. Donc je pense que c'est une dynamique qui va bien au-delà de l'école africaine de gouvernance. Nous sommes heureux et bien sûr honorés d'être le partenaire académique, mais il y a un réseau de partenaires qui va permettre effectivement d'étendre cette dynamique et d'influer les différents espaces de décision. Et nous parlons donc de la formation. Si je reviens à vous, Dr Alice, quelle est la place des universités, vous qui êtes enseignante, chercheur, quelle est la place des universités, des centres de recherche dans cette formation des futures dirigeantes africaines? J'ai bien aimé quand Dr Dieng a parlé de l'académie sans être académique. Oui. Ce que dans le monde académique nous faisons le mieux, c'est d'observer ces dynamiques faites ou dans le cadre de l'African School of Governance ou dans International Alert pour observer, faire de la recherche. Mais je vais enlever mon chapeau d'académique et remettre mon chapeau de pratiquante et promotrice des droits des femmes depuis quelques décennies. Ce que j'ai appris, c'est que la question n'est pas pour moi tant que la formation, à quoi sert la formation, est-ce que la formation va avoir un impact? Comment faire en sorte que cette formation ouvre les yeux de celles qui en bénéficient sur des rapports de force qui existent en politique. Parce que la question de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision, c'est aussi une question normative qui pose la question en termes d'égalité. Oui. Mais sur le terrain, ces dames, ces jeunes femmes sont confrontées à des défis de pouvoir. C'est pour ça, vous pouvez voir que dans certains pays, ça va plus rapidement que dans d'autres pays. Ça varie d'un pays à l'autre. Comment ça varie? Ça varie. Enfin, les problèmes structurels sont les mêmes dans la mesure où les femmes sont représentées. Ça, et la question normative est importante. Oui. En revanche, nous ne devons pas nous arrêter à cette question normative vraiment. Il faut que la formation pratique ait aussi une dimension d'éveil au rapport de pouvoir et comment les femmes, dans leur position particulière, peuvent naviguer les rapports de pouvoir. Comment elles peuvent se positionner, consolider leur rôle. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que, justement, quand confrontées à ces rapports de pouvoir, les femmes deviennent un peu paralysées et essayent d'être le plus invisible possible pour pouvoir aller, pour survivre dans ces contextes-là. Je pense que si nous pensons si nous concevons cette formation comme complémentaire d'un apprentissage réel, parce que la gestion, le management du pouvoir est une question qui peut être technique, mais c'est une question éminemment politique aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend
Par exemple, si on pouvait concevoir pour les personnes qui ne sont pas encore dans les prises de décision, comment ces personnes peuvent avoir des mentors qui travaillent avec eux et les voient prendre des décisions au fur et à mesure. Je pense que ce complément serait très important. Évidemment, avec des personnes aussi seniors, ça peut être un peu compliqué. Mais j'espère que l'Académie prochaine prendra des actrices intermédiaires ou vraiment juniors pour pouvoir accompagner cette formation-là d'un apprentissage. Mais si vous permettez, je voudrais voir, pour moi, vu de l'extérieur, et je remets mon chapeau d'analyste et de formatrice des chercheuses, ce qui est pour moi encore plus important qu'une formation de base, c'est pouvoir emmener des femmes leaders africaines et la diaspora pour qu'elles comprennent les enjeux actuels et la position dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui, pour qu'il y ait une unité. Parce que nous le disons toujours dans le monde panafricain que l'Afrique, les États africains ensemble peuvent survivre à ça. Mais comment partager la vision ? Comment comprendre les enjeux? Comment s'accorder pour que les cadres politiques comme le cadre de libre-échange dans le continent puissent vraiment devenir réels? Je vais m'arrêter là, mais je pense que ce partage de vision, il a parlé du réseautage, c'est une chose, mais comprendre les enjeux de la même manière et pouvoir aborder la question de l'Afrique au XXIe siècle, quand on se retrouve dans une situation de recolonisation qui s'avance, c'est vraiment ça les enjeux pour moi. Oui, Docteur Harris, vous venez de toucher un élément important, cette évolution des mentalités, la femme qui prend conscience du rôle qu'elle doit jouer. Madame Ariane, je voudrais vous demander, sur base de votre expérience avec l'organisation Alerte Internationale, est-ce que vous avez trouvé les femmes qui sont vraiment conscientes du rôle qu'elles doivent jouer pour justement la transformation de leur pays? Absolument. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui n'ait pas conscience en fait de ce rôle-là qu'elle peut jouer, mais encore une fois, pour faire écho à ce que Alice disait, parfois c'est l'environnement qui l'empêche en fait de jouer ce rôle-là, et les mentalités, les traditions. Et si réellement on veut qu'il y ait leadership égal des femmes et des hommes, il faut voir exactement quels sont ces obstacles-là qui existent dans nos sociétés. Si je reviens peut-être au Rwanda, je pense que depuis 30 ans, réellement, on a vu que la femme a pris le devant dans le leadership. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est les conséquences de notre histoire. Les femmes qui avaient perdu leur mari, les maris qui étaient peut-être en prison pour avoir trompé ou bien pour avoir commis des actes de génocide, qui ont fait que des femmes ont dû porter le pays en fait, d'une certaine manière. Et ça ne veut pas dire que nos mentalités ont changé ou bien que les obstacles ont disparu du jour au lendemain. Je suis sûre qu'il y avait une certaine réserve aussi dans la prise de décision pour qu'il y ait cette confidence de jouer ce rôle-là. Mais plus il y a de femmes qui sont dans la gouvernance, dans le leadership, et que les jeunes voient que c'est possible et qu'elles voient qu'elles ont une parole,
et que ce n'était pas un coup de chance ou bien c'était pas limité dans le temps, mais c'est quelque chose qui a continué jusqu'à maintenant. Je pense que ça démontre réellement que finalement, oui, ce rôle-là, on est conscient qu'on peut le jouer, et puis on le joue et on le joue bien. Oui. Mais bien sûr, on n'est pas mieux, je ne veux pas dire mieux que les hommes, mais on le joue aussi bien. C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Donc oui, voilà. Et vous soulignez un élément important qui me pousse à poser au docteur Dieng cette question. L'Afrique est le continent le plus jeune. Est-ce que dans cette académie de leadership sur le continent africain, la jeunesse féminine est suffisamment associée à cette initiative? Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre un peu à la question de Madame Alice par rapport aux voies et moyens que l'École africaine de gouvernance va employer pour un peu démocratiser l'accès à tous ces outils. Et donc, je dois souligner que l'académie est un processus. Donc, ce n'est pas juste une semaine. Et d'ailleurs, les 40 femmes leaders qui ont partagé cette dernière semaine avec nous reviendront dans 2 semaines à Kigali pour une autre semaine. Et c'est fait à dessein parce que l'École africaine de gouvernance organise en fin août, donc les 25 et 26 août, ce qu'on appelle le Mindset Reset Forum. Et donc c'est un forum qui est d'ailleurs dédié aux jeunes. 80% des participants à ce forum seront des jeunes et nous avons insisté pour qu'il y ait cet échange intergénérationnel et que nos femmes leaders reviennent pour participer à ce forum qui va regrouper environ 1000 participants, dont 80% de jeunes, et où on discutera justement de ces questions-là, comme le titre du forum le dit si bien, de Mindset Reset. Donc ce changement d'état d'esprit qui est nécessaire, comme Madame Alice le disait, pour interroger, revoir notre place dans le monde, se poser des questions sur ce que nous voulons que cette place reflète, comment mieux utiliser nos ressources naturelles, comment développer les ressources humaines du continent, cette jeunesse justement, pour permettre un développement et pour sécuriser à tous les niveaux le continent, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la sécurité physique. Et donc, nous essayons de créer un peu un espace, un creuset d'échange d'expériences, mais également d'échange de points de vue et de discussions assez honnêtes et fertiles sur ce qu'on doit faire en tant qu'Africains pour que les situations changent dans nos pays de manière positive. Et c'est ce que ce Mindset Reset Forum, à la fin du mois d'août, essaiera d'accomplir avec la participation des femmes leaders, mais également d'un éventail beaucoup plus large de leaders, hommes et femmes, à travers le continent. Ah oui, le continent africain qui doit évoluer et pour arriver à cette transformation, il faut relever certains défis. Et avant de continuer, je voudrais vous proposer le point de vue de Madame Catherine Samba-Panza, c'est l'ancienne présidente de transition de la République centrafricaine, à l'ouverture de cette académie africaine à Kigali. Elle est revenue sur certains défis de taille qui compromettent encore l'évolution du continent africain, l'évolution de la femme en général, et nous allons revenir après. L'ouverture de cette académie donne corps à une ambition que notre réseau porte depuis près de 10 ans. Préparer dès aujourd'hui les femmes qui conduiront l'Afrique de demain. Car aujourd'hui, l'avenir de notre continent repose autant sur celles qui assument actuellement de hautes responsabilités que sur celles qui se forment, s'engagent et se préparent à prendre le relais. L'histoire africaine témoigne de la force du leadership des femmes. Dans les périodes de crise comme dans les temps de reconstruction, elles ont protégé la cohésion sociale, défendu la démocratie, rapproché les partis en conflit et contribué à rebâtir des institutions fragilisées. Elles ont prouvé, souvent dans des circonstances
difficile que l'écoute, la fermeté et le sens du bien commun peuvent aller de pair. Mais aucune avancée n'a été obtenue sans lutte. Derrière chaque femme devenue chef d'État ou ministre, parlementaire ou responsable public, il y a des résistances affrontées, des renoncements consentis et des portes qu'il a fallu forcer pour que d'autres puissent ensuite les franchir. Une dirigeante ne doit pas seulement réussir son propre parcours, elle doit aussi rendre celui des suivantes moins solitaire et moins difficile. Voilà, la collaboration, Madame Catherine Samba-Panza souligne le rôle de la collaboration et le rôle que les dirigeants doivent jouer. Et elle a mentionné également certaines résistances qui s'observent sur le continent africain. Si je reviens à vous, Dr Alice, vous avez fait allusion aux obstacles structurels. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres défis qui sont peut-être liés à la mentalité africaine qui empêchent à la femme de jouer pleinement son rôle? Oui et non. Oui, parce que c'est ce que nous connaissons le mieux. Mais non, quand on fait le tour de l'histoire des États, ça n'a jamais été acquis. Oui. Et je pense que Ariane y a fait un peu allusion. Les moments de crise sont parfois fertiles dans la mesure où des innovations peuvent arriver très vite, comme c'est venu dans notre cas ici au Rwanda et dans d'autres pays aussi. Mais en général, parce que à la fin, la participation aux instances de prise de décision politique est une question éminemment politique. J'y reviens toujours. C'est une question de pouvoir. Et tout pouvoir pris est un pouvoir pris arraché à quelqu'un. Donc, ce qui fait que si vous regardez dans d'autres pays, je ne vais pas commencer à faire l'inventaire ici, mais si vous regardez des critères comme le droit de vote, les femmes et les hommes, si je prends simplement les États-Unis et la France, vous regardez quand est-ce que le droit de vote a été acquis aux femmes et aux hommes et tout ce que ça a pris. Ça vous donne une indication des vrais enjeux derrière la question normative de l'égalité des genres et de la représentation. Et pour moi, tout ce qui importe, ce n'est pas de dénoncer cette question structurelle de fait qui est là, qui ne va pas changer, mais outiller les candidates à pouvoir voir comment, dans ce contexte de rapport de pouvoir qui a été longtemps en faveur des hommes, comment faire en sorte qu'elles gagnent du pouvoir, comment utiliser leur spécificité pour pouvoir naviguer. Je vais vous donner un exemple d'un domaine dans lequel je travaille beaucoup, la question de la paix et la sécurité. Oui. Nous avons des politiques comme la résolution 1325 de femmes, paix et sécurité, qui est très claire sur le fait que nous devons considérer les femmes non pas seulement victimes de conflits, mais comme des partenaires qui pourraient aider à la consolidation de la paix, comme elles l'ont fait de manière... Alors, maintenant, en pratique, les États, et les États dans notre sous-région, par exemple, la communauté est-africaine, fait ce qu'on appelle les formations d'avant-déploiement dans les opérations de la paix. On essaye d'introduire la question du genre. Et je me trouve depuis 2013 sur cet espace-là, où nous partons en contingent civil, police et militaire pour pouvoir
regarder ensemble comment résoudre la paix. Et c'est très intéressant les évolutions qui ont été faites. Mais je dois dire, après près de 12 ans en train de naviguer là-bas, ça a été plus mes outils d'intelligence émotionnelle que ma connaissance qui a fait que... Alors, ça m'a donné une idée de comment, dans un contexte de pouvoir très dominé par les hommes, les femmes peuvent trouver leur place. Donc, pour résumer, ces problèmes structurels sont là pour rester. Au-delà de faire connaître aux femmes candidates des institutions, il faut vraiment insister sur la question de rapport de pouvoir. Ça peut être très, très simple. Je connais un président africain, là où dans mon autre vie où j'ai vécu, il y avait une femme qui a fait beaucoup de contestations dans les années 90. Alors ce qu'il a fait, il a convié une réunion et puis il a invité, y compris celle qu'on appelait Mère Courage. Oui. Et quand elle est arrivée, le lendemain, on l'a vue venir en pagne. Il a décidé d'avoir des rapports personnels avec cette dame et de réduire son intervention. Il suffit parfois de ces choses-là. Alors, dans quelle mesure les femmes sont informées de ces dangers, et je pense que c'est comme ça qu'il faut compléter la formation. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais en tout cas, c'est mon expérience. Et justement, il y a une question qui me vient en tête. Il y a, dans la plupart des pays africains, le système patriarcal qui souvent handicape cette évolution de la femme, cette notion de l'égalité du genre. Et je ne sais pas si d'après vos recherches, Dr Alice, vous n'avez pas trouvé qu'il y a des obstacles qui sont liés à ce système qui a longtemps prévalu dans plusieurs sociétés africaines. Absolument, et pas seulement les sociétés africaines. J'aime beaucoup y revenir parce que j'ai pris le temps de regarder aussi ailleurs. La Suède, le Japon. Donc la patriarchie est réelle partout. Oui. Si par exemple, vous faites attention, par exemple dans le cas des États-Unis, elle a commencé à avoir du recul quand la majorité des hommes sont partis dans la Deuxième Guerre mondiale pour intervenir. C'est comme ça que les femmes sont arrivées à l'industrie. C'est comme ça qu'on avait besoin de main-d'œuvre, tout simplement. Donc la patriarchie, elle existe partout, elle recule quand nécessité fait loi, pour la plupart du temps, et parfois elle est rationalisée par des politiques, des cadres juridiques et politiques qui permettent de la réduire. Et quand elle est réduite institutionnellement, et je pense que c'est le grand défi que l'école africaine de gouvernance peut avoir, l'institutionnalisation de la participation aux prises de décision n'enlève pas les structures profondes de la patriarchie. Alors, comment ils envisagent d'adresser aussi ce problème, ou peut-être qu'ils la laissent aux familles, parce qu'il y a aussi comment les enfants sont élevés, est-ce qu'ils laissent à l'environnement, à l'école, ils ne peuvent pas tout faire, mais la patriarchie ne partira pas avec la formation dans une académie. Oui. La patriarchie est bien ancrée dans nos sociétés, et comment faire reculer. Au Rwanda, par exemple, les lois ont beaucoup, et les politiques s'en occupent, mais comment aller plus loin dans la perception, dans les structures locales, dans l'éducation que les familles donnent, l'éducation que dans nos écoles nous donnons. C'est aussi là que
les questions structurelles pourront être adressées, je pense. Je voudrais entendre le point de vue de Mme Ariane. N'avez-vous pas été confronté à certains cas où, justement, les obstacles qui résultent de ce système patriarcal font que, ou bien on fait que la femme ne soit pas suffisamment accompagnée dans tout ce qu'elle fait pour développer la société? Oui, je pense que Alice vient de l'expliquer beaucoup plus, avec beaucoup plus d'éloquence que je ne le ferai. Oui. Donc oui, c'est des systèmes qui sont bien établis depuis la nuit des temps et qui changent quand nécessité fait loi, comme elle a si bien dit. Mais encore une fois, oui, ça change avec le temps, avec le contexte, mais aussi quand il y a volonté du système en place, du pouvoir en place. Aujourd'hui, on a fait des efforts au Rwanda. On a institutionnalisé cela, de mettre la femme en avant, parfois par une discrimination positive, et cela a porté ses fruits. Mais je reviens aussi au niveau plus bas. Est-ce que réellement, même si c'est institutionnalisé, est-ce que les systèmes traditionnels ont changé, ou bien le niveau de pouvoir au niveau de la famille, du noyau familial par exemple, est-ce qu'ils ont changé? Parfois on voit que dans nos recherches, les plus grands conflits dans le contexte rwandais, c'est des conflits familiaux aujourd'hui. Oui. Il y a bien sûr plusieurs facteurs qui contribuent, mais un des facteurs, parfois quand on faisait nos consultations au niveau de la base, les hommes nous disaient, oui, les lois qui nous interdisent d'avoir cette autorité masculine à la maison ont fait qu'aujourd'hui nos femmes ne nous respectent pas. Donc on en a marre. Mais est-ce que réellement c'est une conséquence de la loi? Est-ce qu'il faut un autre niveau d'éducation, un autre niveau de dialogue? Quand on parle de leadership même au sein de nos familles, est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Et si le noyau familial est en crise, est-ce qu'on va prendre justement cette évolution de la femme, ou bien cette équité qu'on veut, comme une chose positive, ou bien comme quelque chose qui vient déchirer la société? Donc il faut que quand la femme arrive au niveau, quand on dit le leadership des femmes et que vraiment on fait la promotion de cela, il faut qu'on donne aussi les raisons pourquoi c'est un win pour la société, c'est un gain pour la société. Et bien sûr, il y a des exemples concrets qui montrent que plus il y a inclusion, mieux la société se porte, plus il y a stabilité, etc. Et je pense que les pays scandinaves sont les pays qui le démontrent vraiment. Oui. Chaque fois que vous avez approché les pouvoirs politiques et d'autres organisations, avez-vous toujours trouvé un écho favorable? Les gens sont sensibles à cette solidarité qui doit caractériser toutes les personnes qui sont impliquées pour la promotion de la femme? En tout cas, au Rwanda, oui. Les portes sont toujours ouvertes. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec les districts au niveau des maires, les ministères. Et vraiment, ils nous organisent aussi. Je trouve que la collaboration, par exemple, entre le gouvernement et la société civile au Rwanda a beaucoup évolué. Il y a cette volonté de nous mettre ensemble pour coélaborer les politiques avec justement en intégrant nous les expériences que nous voyons au niveau de la base. Donc réellement au Rwanda il y a cette forte collaboration. Maintenant quand nous allons au-dessus et plus au niveau régional, parce qu'il y a nous faisons aussi partie des systèmes, des institutions régionaux comme CPGL, ICGLA, IEC, là, il y a encore des obstacles. Il faut encore beaucoup plus de plaidoyer et il faut encore beaucoup plus de collaboration entre les pays et d'échange d'expériences pour qu'il y ait réellement ce vrai leadership des femmes. Docteur Alice, un mot pour terminer. Urgemment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance, pour que tous ces obstacles soient levés
pour l'éclosion de la femme et du continent africain en général? Je pense qu'il faut poursuivre des trajectoires multiples. Hein. Et j'insiste beaucoup sur le rôle des familles. Le rôle des familles pour que ce soit bien vécu. Comment nous élevons nos enfants, filles et garçons, déjà, et comment nous les sensibilisons à ce niveau-là. Il y a le niveau de l'école aussi. Comment, parce que Ariane a fait allusion à quelque chose de très important à laquelle nous n'avons pas encore porté l'attention requise. Hein. C'est comment nous faisons en sorte, pendant que nous transformons nos sociétés, comment nous gérons le stress que le changement et la résistance créent en même temps, pour que les familles ne soient pas beaucoup endommagées dans le processus. Évidemment, des initiatives que je prendrais comme superstructurelles, hein, au niveau continental, pour donner une vision aux gens. Comment compléter ça? Comment, même en commençant par des rôles à la maison, comment équilibrer les rôles de l'enfant-fille, l'enfant-garçon, pour que se voient en complémentarité plutôt qu'en compétition. Et bien sûr, c'est là où les institutions comme dont je viens pourraient avoir un rôle, c'est de pouvoir faire des études pour pouvoir comprendre comment cette évolution-là affecte positivement ou pas les sociétés dans lesquelles nous vivons, d'une part. Mais d'autre part aussi, hein, pouvoir avoir des critères assez réalistes. Parce que ce que l'école africaine de gouvernance ne voudrait pas, c'est qu'on demande après 5 ans. Oui, vous avez fait des formations, mais comment ça se fait le résultat. Voilà. Comment ça se fait que ces femmes sont restées dans les marges du pouvoir? Donc, il faudrait même, en tenant compte des problèmes structurels et conjoncturels, de ce qui est réaliste ou pas, pouvoir avoir des critères d'évaluation qui vont vous mettre à l'abri de nos critiques au bout de 5 ans, quand nous reviendrons. Un travail qui exige le concours de tout le monde. Et pour terminer avec vous, Dr Dieng, Dr Alice vient de faire allusion à ça. Quelles sont vos attentes, vos projections dans 5 ou 10 ans à venir? Merci beaucoup. Et je pense, comme Dr Alice l'a si bien dit, il faut qu'on aille au-delà des chiffres. Il ne s'agit pas juste de dire on a formé ou on a capacité ou on a réseauté X nombre de femmes. Je pense que c'est l'impact qui est important. Et cet impact, quelquefois, ne se résume pas juste à des chiffres. D'ailleurs, quelquefois, c'est se leurrer que juste de citer des chiffres, dégrainer des chiffres qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Donc, nous, au niveau de l'école africaine de gouvernance, nous le voyons comme un processus de longue haleine qui s'inscrit dans la durée. Et le succès, ce sera que d'ici 3, 5, 10 ans, lorsque la prochaine génération de femmes présidentes qui vont succéder aux Ellen Johnson Sirleaf, aux autres grandes femmes de ce continent, lorsqu'elles seront au pouvoir, qu'on puisse dire « Ah, voilà des femmes qui sont passées par l'académie que l'école africaine de gouvernance a créée. Dans 5-10 ans, je pense qu'une preuve de succès serait que les femmes qui ont eu donc cette opportunité puissent s'appeler, se soutenir, qu'elles participent à des processus de réforme des institutions dans leurs pays respectifs, dans leurs institutions respectives, dans leurs écosystèmes respectifs, qu'elles soient à la source de réformes institutionnelles, de projets de loi, et qu'elles s'entraident et qu'elles puissent devenir
devenir vraiment une source d'inspiration pour une autre génération. Comme disait le docteur Ali, ce ne sont pas juste elles, c'est tout un mouvement qui doit être créé et qu'elles doivent mener. Voilà, et donc c'est sur cette note d'optimisme que nous allons clore notre mission, tout en espérant que tous les acteurs concernés pourront se mobiliser pour appuyer la femme, s'engager pour que la femme joue pleinement son rôle, parce que le développement de la femme, c'est le développement de la famille, c'est le développement du continent et c'est même le développement du monde. Merci en tout cas à nos trois invités, Dr Mamar Dieng de l'École africaine de gouvernance, et Dr Alice Karekezi, enseignante et chercheure, directrice du Centre d'études sur le génocide et les conflits à l'Université du Rwanda, et Madame Ariane Nyesha, directrice pays Rwanda-Burundi à Alerte Internationale. Merci à tous d'avoir été de notre tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi notre émission. Prenez soin de vous. Jean Damascène Manichimne, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Majuscule les propos. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.